Bonsoir. Dans ce nouveau débrief, après la Guinée et le Gabon, voici la République de Sao Tomé et Principe et celle de Centrafrique qui ouvre des consulats à l'Ayoun. Les ouvertures se succèdent et Dakhla et l'Ayoun deviennent un haut lieu d'une intense activité culturelle, économique et sportive. Bientôt, le chef-lieu du Saqiya al-Hamra abritera le futsal, c'est-à-dire le foot en salle 2020, l'aboutissement d'un long combat qui ne fait pas très plaisir à Alger. Le pouvoir algérien se démène dans tous les sens et crie à la violation du droit international, alors que la violation, la vraie, est dans l'admission en 1984 d'une entité fantoche, la dite race d'Alua, sans qu'elle réunisse les conditions édictées et requises par la Charte de l'Union. À Berlin, pour discuter de la crise libyenne, il y avait autour de la table tous ceux que le pétrole libyen fait saliver, sauf les Libyens eux-mêmes. Absents des débats et de la photo de famille, ils poursuivent leur bras de fer sur le terrain. Berlin, échec, semi-échec ou succès pour ceux qui veulent se partager le pactole libyen. Aux États-Unis, le procès pour destituer le président Donald Trump, le quatrième de l'histoire américaine, a commencé. Son aboutissement semble couru d'avance face aux 11 amendements proposés par la minorité démocrate en vue d'obtenir de nouveaux documents et témoins. Le vote n'a pas varié. 153 républicains contre et 47 démocrates pour. Pour en débattre avec nous, Sarah Boukri, docteur en sciences politiques, consultante en relations internationales, Adnan Debbar, essayiste politique, il faut que je l'apprenne, cet essayiste politique, et Hassan Saoud, un habitué, expert en stratégie et en sécurité. Alors, une première question pour vous tous, la gesticulation algérienne, comment la comprendre autour de ces ouvertures de consulats? Il crie au scandale, il crie à la violation du droit international, alors qu'on sait que juste après Nairobi 81, ils étaient les premiers en 84 à faire vraiment fi d'une charte sacrée par tous les chefs d'État africains, comme la charte de l'OEA, qui disposait exactement des conditions requises pour que un État soit admis, et il a été admis. Adnan. La gesticulation algérienne, elle se comprend parce que toute la diplomatie algérienne, à mon sens, a mangé son pain blanc. Maintenant, ce qui reste, c'est une diplomatie marocaine à l'offensive, une diplomatie marocaine professionnelle, une diplomatie marocaine qui joue amplement sur le multilatéralisme, qui nous sied bien. Il nous sied bien dans la mesure où nous avons multiplié nos relations en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie. Notre diplomatie est très active depuis une vingtaine d'années. Elle a beaucoup joué sur le bilatéralisme. Elle a profité du multilatéralisme. C'est une diplomatie qui commence à récolter les premières dividendes réelles d'une action à long terme qui s'est étalée sur une vingtaine d'années. Et ces dividendes sont là, c'est-à-dire que nos amis, au-delà de nous faire confiance et de nous appuyer, viennent physiquement nous dire « nous sommes là, nous allons ouvrir nos consulats » et des consulats, je suis réjoui, bien sûr. Il y a des consulats aussi honoraires, il y a des consulats. Il y a c'est des activités bien réelles. Et ils ouvrent dans des villes. Qui a ouvert ils ouvrent dans des villes. 6 ou 7. Dans des villes où ils trouvent quand même un certain nombre d'infrastructures. Ils ne vivent pas sous des tentes. C'est des villes modernes, équipées, avec tout ce qui sert pour faire une administration, que ce soit à l'Ayoun, à Dakhla. Je m'en réjouis, comme tout Marocain bien sûr, de ce gain diplomatique. Sarah Boukri. Oui. Alors on voit Dakhla, Dakhla reçoit beaucoup d'activités, elle reçoit le Cross Montana, oui, qui est un forum international de débat. Il y a des activités sportives, il y a le marathon Sahraouia, il y a le surf, il y a énormément d'activités. Des conférences internationales de renommée aussi. Oui. Beaucoup de personnalités qui viennent visiter Dakhla, d'Afrique d'ailleurs. Et c'est tout à fait normal, c'est une ville marocaine parmi d'autres. Donc, le mécontentement de l'Algérie, je peux le comprendre.
ce n'est pas que je peux le comprendre, mais on est habitué aujourd'hui à ces réactions de l'Algérie qui sont infondées. Vous pouvez le comprendre, mais ne pas l'admettre. Voilà, non, parce qu'on est habitué maintenant, ça n'étonne plus personne. C'était un peu prévisible, cette réaction de l'Algérie. Il n'y a pas d'argument concret à la réaction algérienne. Et quand on n'a pas d'argument, on en invente. C'est tout à fait normal. Donc ce qui me surprend par contre, c'est d'évoquer la violation du droit international. Donc j'aimerais bien poser la question, en quoi le Maroc viole le droit international? Si on parle de violation, à ce moment-là, la vraie violation, c'est l'ingérence dans les affaires internes d'un pays souverain qui a le droit de faire ce qu'il veut sur son territoire. Et le Maroc a le droit d'ouvrir des consulats où il veut, que ce soit à Casablanca, à Rabat. Et les États qui les ouvrent ont le droit. Voilà, donc dans ce cas-là, si on dit que le Maroc a violé une quelconque loi internationale, de droit international, dans ce cas, ces pays-là sont aussi complices du Maroc, ce qui est quand même très grave, c'est des accusations. Mais c'est aussi leur décision souveraine. Bien sûr. L'Algérie n'a pas interféré là-dedans. Que le Gabon, que la Côte d'Ivoire, que la Centrafrique et autres décident de mettre leur consulat là, c'est leur souveraineté. Personne n'a le droit de dicter ni au Maroc ni aux autres pays souverains de faire ce qu'ils veulent sur leur territoire. Exact. Ou ailleurs, tant que ça se fait dans la légalité. Aujourd'hui, moi, en parlant de violation, j'ai envie de poser la question à l'Algérie, qu'en est-il des camps de Tindouf ? Dans ce cas-là, on peut parler de violation des droits humains les plus basiques. Ces camps-là, on ne sait pas qui c'est qu'il y a dedans. On n'a pas de recensement. On leur a collé l'étiquette de réfugiés alors qu'ils ne répondent à aucun critère qui attribue le statut de réfugié. Donc, mais concernant le Maroc, on est libre de faire ce qu'on veut chez nous. Hassan Saoud, on a Adnan Dbar l'a esquissé au début, mais on a cette souveraineté que l'Algérie prétend contester du Maroc sur les territoires, ces territoires du Sahara, est en train de s'installer dans les esprits. C'est-à-dire qu'on voit à chaque fois qu'il y a un grand événement qui va se dérouler dans cette région et dans ces provinces, l'Algérie, ses réseaux montent au créneau pour essayer soit d'intimider par des formes de terrorisme intellectuel ou parfois même physiquement, en leur disant « vous courez le risque oui. », comme on l'a vu pour le rallye race. Vous expliquez comment vous voyez cette évolution. Je vais vous dire d'abord que cette soi-disant Seconde République algérienne, elle avait annoncé la couleur en ce qui concerne notre pays. Il faut rappeler, comme vous l'avez tous dit, que l'installation de représentation diplomatique relève de la souveraineté des États. Et celui qui le conteste, ce ne sont que des gesticulations. Et les éléments de langage, moi c'est ça qui a attiré mon attention, les éléments de langage de l'Algérie sont redondants. Et je pense qu'ils ne convainquent plus personne. Mais ce qui est encore plus touchant, c'est la réaction du Front Polisario. Il a parlé d'États microscopiques. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que ceux qui ont installé les consulats sont des États microscopiques. La Côte d'Ivoire. Non, c'est contre toute la Charte des Nations Unies et de l'unité africaine. Un État, excusez-moi, un État, une voix, un pays, une voix. Et donc, la dimension est tout à fait dérisoire. Mais le Gabon est-il un État microscopique ? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un État microscopique ? Est-ce que la Centrafrique est un État microscopique ? C'est l'État que veulent créer Alger et le Polisario qui risque d'être microscopique. Au moins, il n'est pas microscopique, mais quand il vote pour vous, il est microscopique. J'y arrive. Le mot microscopique, et j'imagine que la communication du Polisario, c'est la voix de son maître. Ce que l'Algérie ne pouvait pas dire parce que c'est diplomatiquement incorrect, il l'a fait dire par un mouvement fantoche. Mais là, c'est quand même une atteinte à tous les usages diplomatiques qui soient. Et le Maroc accepte des consulats sur le Sahara marocain. C'est un acte souverain, c'est de l'échange, et ça ajoute à la crédibilité du Maroc. C'est une forme de troquidance.
C'est de la condescendance et l'Algérie nous a habitués. Je ne leur accorderai pas Mm. la condescendance. Je parlerai d'outrecuidance. Mais c'est révélateur. C'est-à-dire, nous sommes, et peut-être que ça va nous permettre de faire le relais avec ce qui se passe en Libye et faire une forme de transition. L'Algérie était dans un état léthargique pendant plusieurs années. Leur diplomatie en a énormément souffert. Et ils ont eu un vaste mouvement populaire qui continue, qu'ils ont essayé de contenir, de contourner, de détourner par mille et une façons. Et aujourd'hui, ils essayent de revigorer cette diplomatie en disant l'Algérie est là, avec sa virilité malvenue et déplacée, on va dire même machiste. On va dire machiste. Sauf qu'entre-temps, le monde a évolué, le monde a changé. La bipolarité qui était l'Union soviétique, non seulement s'est ancrée, mais il est en train de donner à une nouvelle multipolarité au niveau international. Comment comprendre cette diplomatie ? C'est un réveil un peu tardif. Elle a été un petit peu sonnée par la situation. Elle a beaucoup reculé et maintenant elle se réveille. Elle a un petit peu les vieux réflexes qu'elle a, que le colonel a bien voulu, la redondance. Même le lexique est le même, parce que quand je vous dis qu'elle a mangé son pain blanc, si vous analysez ceux qui ont soutenu le Polisario au début, essentiellement c'est des pays d'Amérique latine et d'Afrique. Oui. Ce ne sont pas des pays européens et asiatiques. Ce ne sont pas les. Sauf ceux de l'Europe de l'Est. Oui, non, il y a une exception notoire. La Corée du Nord. La Corée du Nord, pardon. C'est pour des raisons. Si vous me permettez, je souhaite terminer mon idée. Soviétique. Je souhaite terminer mon idée. Il y a une exception notoire, la Corée du Nord. Hein. Il faut le noter. Elle a reconnu le Polisario assez tôt. C'est bien, ça. C'est une belle référence. C'est votre côté perfide. Non, du tout. C'est une belle référence. C'est votre côté. Maintenant, le discours tiers-mondiste, c'est un petit peu éculé. C'est un discours qui ne marche plus. Le Maroc l'a compris. Il n'est peut-être pas éculé le côté tiers-mondiste, mais le tiers-mondisme tel qu'il a été vécu dans les années 60, 70, 80, il est éculé, c'est vrai. Mais l'aspiration des pays de la sphère sud, pour utiliser un terme consacré, est toujours là. Alors, Sarah... Écoutez, l'hostilité algérienne envers le Maroc ne date pas d'hier. C'est une hostilité qui est à peu près depuis l'indépendance de l'Algérie. Et puis, depuis que le Maroc a récupéré ses terres du Sahara. Aujourd'hui, on peut dire, avec un peu de recul, que l'Algérie a toujours souffert d'une crise au niveau social, économique, politique, etc. Elle est passée par différentes phases de crise. Et tous les pays, et ça c'est connu en relations internationales, quand elles sont en situation de crise, on cherche toujours l'ennemi externe. L'ennemi extérieur à qui on va faire supporter tous nos maux. Vous savez que la conséquence de ce que vous dites, ça veut dire que l'Algérie a toujours été en crise intérieure. Quelque part, en crise identitaire. Quelque part, non, mais c'est vrai. Il était en crise identitaire qui ne pouvait se construire qu'au détriment du Maroc. Exactement, et on cherche toujours quelqu'un à accuser. Si on ne va pas bien, c'est parce que le Maroc nous a fait ceci. Si il y a des problèmes politiques, c'est parce que le Maroc ceci. Bon. Ce discours-là ne convainc plus personne aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à de plus en plus de pays qui retirent leur reconnaissance de la pseudo-race, qui ont une prise de conscience, parce que personne ne peut rejeter les arguments présentés par le Maroc, parce que ce sont des arguments logiques. Aujourd'hui, on a une situation qui fait que le Maroc il est dans une démarche de construction, alors que l'Algérie reste encore sur cette position un peu de confrontation et j'ai envie de dire, entre guillemets, sur une logique de déconstruction. Le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2018, qui était très clair et qui a vraiment apporté cette main tendue envers l'Algérie. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux Algériens, prenez cette main tendue et construisons ensemble l'avenir de tout le Maghreb. Il y a tellement de choses à faire ensemble. Enfin, ce n'est plus le moment des disparités, mais c'est le moment de rester unis. Des rassemblements. Exactement. Et ça, le monde entier l'a compris. Oui, mais seulement, effectivement, le nouveau président l'a dit dans son discours, et il veut le rassemblement, mais en même temps dans l'émiettement du Maroc.
Écoutez, moi je vais essayer de compléter l'intervention de Madame. Je suis de ceux qui disent, bon, l'Algérie, on a compris son discours. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de, permettez-moi de le dire, de déguster ces victoires qui se succèdent. De savourer ces victoires. Et de, non, si vous me permettez, d'essayer de me projeter vers l'avenir. Oui. Vous l'avez signalé au début. Nous avons maintenant nos provinces méridionales qui se développent, qui acceptent de voir les choses au mieux, et tant mieux. Et nous sommes ensuite dans une logique de développement, de rendre ces provinces des provinces développées qui vont servir de hub commercial avec l'Afrique. Il y a un port qui va se construire à Dakhla. Je ne vais pas citer toutes les réalisations, mais c'est important de souligner. Ça a le mot de la fin sur ce thème, pardon. Il y a la réalité diplomatique. C'est celle qu'on observe. Il y a deux réalités aujourd'hui, diplomatique et du terrain. Il y a la réalité diplomatique et sur les territoires, et il y a les discours. Pourvu que ça continue. On ne va pas gloser sur l'attitude algérienne à l'infini. À un moment donné, la bêtise s'arrêtera. Apparemment, je termine sur la bêtise. Je préfère garder ce terme pour boucler ce dossier. L'Algérie est en train de se découvrir un nouveau front. C'est à l'est, à son est, en Libye, où elle essaye de revenir sur le terrain. Hier se réunissaient à Alger les pays voisins frontaliers de la Libye, plus le Niger, plus le Mali. C'est à travers ce dossier, on voit que l'Algérie essaie de faire un comeback très fort en diplomatie et en même temps pour détourner. On n'est pas dupes sur ces problèmes intérieurs, la tension. Et on a vu la rencontre de Berlin. Et j'aimerais bien savoir, c'est une question alors, à tous les trois pour entamer ce thème avant de terminer cette première partie. Berlin, du 13 janvier 2020, c'est un échec, un semi-échec, un succès. Écoutez, pour moi, la conférence de Berlin sur la Libye, pour moi, elle n'a rien apporté. La vérité, rien apporté de nouveau. Aujourd'hui, ce qu'on peut conclure, enfin, ce qu'on peut retirer de cette conférence, c'est qu'elle a débouché surtout sur des déclarations d'intention. Elle n'a pas permis de réaliser ce dialogue que tout le monde voulait entre les deux protagonistes en Libye. Mais cette conférence de Berlin, elle a apporté une chose, à mon avis, c'est qu'elle a fait tomber les masques. Et on sait aujourd'hui qui c'est qui tire les ficelles. Et qui tire les ficelles ? Qui c'est qui tire les ficelles ? C'est les grandes puissances qui étaient sur la photo de famille, au premier plan. Donc on n'a pas besoin d'être un grand politologue ou un grand spécialiste des relations internationales pour le comprendre. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète et ce qui m'alarme, c'est que j'ai l'impression de revivre le même scénario syrien. Et qu'on est en train de revivre un peu cette confrontation par procuration des superpuissances, ce qui s'est passé en Syrie, est en train de se passer quelque part en Libye. C'est que les superpuissances sont en train de se confronter par procuration. Donc c'est ce qui vraiment m'inquiète. Et elle n'a rien apporté de nouveau aussi parce que le seul cadre qui reste aujourd'hui convaincant, qui reste aujourd'hui reconnu par l'ONU, ce sont les accords de Skhirat qui ont été instigés et voulus par Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui ont été un réel succès. Donc aujourd'hui, que ce soit la conférence de Berlin... On est en train de faire voler en éclats sur le terrain. Exact, malheureusement parce que on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi le Maroc n'a pas été invité ? Les États aussi... Maroc, d'ailleurs, s'est étonné de ça. Il y a eu un communiqué officiel pour dénoncer ceci. Et on peut aussi poser une question très importante, parce que cette conférence, elle a aussi eu... les États ont demandé à ce que l'embargo sur les armes soit respecté rigoureusement. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est qui vend les armes ? Qui embargo contre qui ? Des armes provenant de qui ? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Pour revenir à Berlin. Un échec, un semi-échec, un succès. Pour moi, il n'en restera que la photo. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je la dirai tout à l'heure. Pour moi, j'en retiendrai la photo de famille.
Mais quand j'ai scruté les 15 points qui ont été dictés, cessez-le-feu, il est violé. La réunion... L'aéroport, d'ailleurs, l'aéroport a été fermé. est fermé. La réunion où le inclusive n'a pas lieu. L'embargo, voici ça la schizophrénie de la géopolitique. C'est ceux qui vendent les armes qui parlent de l'embargo. Et c'est malheureux. C'est comme les voleurs. Eh bien, absolument. Le soir, ils sont avec les loups et le jour, ils crient au loup. Et les ingérants dénoncent l'ingérence. Voilà les deux côtés un peu schizophréniques de cette géopolitique. Je n'aime pas beaucoup ce terme schizophrénique parce que je parlerai de bipolarité au sens psychiatrique du terme. En ce moment-là, il y a un dédoublement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais il y a une évidemment bipolarité consciente. On n'est plus là, je pense. Et il y a cette fameuse motion qui parle du 5+5, c'est-à-dire la commission militaire qui se réunirait probablement à Genève, où il y aurait 5 militaires du GNA et 5 militaires de la partie Haftar. Donc il y a à peu près 15 points qui sont l'idée. L'ouverture des infrastructures et des ports d'exportation du pétrole parce qu'il impacte toute la... Et quand vous les regardez, vous voyez que plus de la moitié sont réalisables en l'état. Vient évidemment, dans la foulée, cette réunion ministérielle d'Alger pour le voisinage. Vous avez parlé des pays, mais le voisinage en termes modernes est inclusif. Il y a ce qu'on appelle les frontières sécuritaires, qui ne cadrent plus avec les frontières institutionnelles. Et le voisin du voisin est un voisin aussi, quelle que soit la distance. On oublie, Hassan Saoud, on oublie une chose, on oublie la piste Gaddafi. Que la piste Gaddafi passait de la Libye à travers l'Algérie pour arriver au Sahara et attaquer au Maroc. Absolument. Et donc qu'il y a des voies de communication vers le Maroc. Et je continue à penser que le conflit libyen est un chantier maghrébin par excellence. Sauf qu'il faut que les ingérences étrangères, et la dernière qui est turque, je pense qu'elle ajoute à la conflictualité. Et quand on voit évidemment des Syriens débarquer, on se pose la question évidemment sur l'issue de cette ingérence. 1 minute pour Adnan. Merci beaucoup. C'est très généreux. Non, pour la première partie. Non, je vous donnerai autant de temps tout à l'heure. Alors dans ce cas, 1 minute, je dirais 3 points. Pour moi, la conférence de Berlin n'avait pas pour objectif d'arriver à un cessez-le-feu, ni à rien du tout. Elle avait tout simplement pour objectif de tracer les acteurs. De donner quels sont les acteurs de ce conflit. Et de recadrer un petit peu l'ambition turque et russe et de dire, à travers l'Allemagne et d'autres puissances, que nous sommes là. Et d'ailleurs, Pompeo s'est auto-invité à cette conférence, comme première. Parce qu'on ne peut pas, dans une après-midi, résoudre le problème libyen. On est bien d'accord. On aurait pu faire le cessez-le-feu au moins. Au moins, mais ils savaient très bien que même les acteurs n'étaient pas invités. Deuxième message très important, puisque cela semble intéresser, c'est une manière douce, soft, de dire à l'Algérie, vous êtes acteurs et vous êtes concernés. Vous êtes invités non pas parce que vous êtes une puissance, mais parce que vous êtes concernés dans cette affaire. Et il est temps de vous réveiller que vous avez un péril à vos frontières et il est temps aussi de vous impliquer et de ne pas avoir cette attitude un petit peu... Je ne vous suivrai pas là-dessus parce que l'Algérie a d'abord été une invitation turque. Il s'est fait inviter. Et ensuite, il s'est fait inviter en se déclarant partie concernée directement et qu'elle a même déclaré Tripoli ligne rouge. C'est un débat qui ne fait que commencer. On le reprendra en deuxième partie. À tout de suite, n'allez pas très loin. Je n'ai pas terminé mon 3e point, mais ce n'est pas grave. Rebonsoir, nous voilà de retour toujours avec Salah Boukri, docteur en sciences politiques et consultante en droit international, Adnan Debbar, essayiste politique, voilà j'y arrive. Merci. Hassan Saoud, qu'on ne présente plus, expert en stratégie et en sécurité. On en était, avant de terminer cette première partie, à la Libye, à Berlin. Et Hassan Debbar, vous développiez... Adnan Debbar, vous développiez la thèse selon laquelle
les objectifs de Berlin, je résume peut-être abusivement, ont été atteints. Non, des objectifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de grands objectifs. C'est pour cela que je dis tout simplement, c'était une manière de se repositionner sur le terrain, de recadrer un petit peu la Turquie et la Russie, d'interpeller l'Algérie, mais ils ont perdu aussi, et c'est pour cela que je pense que Merkel a commis une erreur, elle a commis une grossière erreur en n'invitant pas le Maroc. Elle pouvait profiter de l'expérience du Maroc. Le Maroc a une grande expérience dans ce conflit. Est-ce qu'elle en a envie? Est-ce qu'elle en a envie? Non, c'est des Allemands, c'est des gens pragmatiques. Elle a tout simplement voulu... Non, moi j'aimerais, Saad Adbar, vous faites bien d'évoquer ça. Le communiqué des affaires étrangères marocaines a dit que pour des intérêts étriqués allemands, on a écarté le Maroc. Vous avez un éclaircissement, Hassan ou Adnan? Vous savez, le communiqué est clair. Le Maroc, l'accord de Skhirat est la seule plateforme reconnue et par les Nations Unies et tout dernièrement par la Ligue arabe comme plateforme qui a abouti. Parce que tout ce qu'on a vu, rien n'a été signé. Mais l'accord de Skhirat a été signé. Il est officiel et ça a démontré que le Maroc a été dans une position neutre et qui a essayé de concilier les différends. Maintenant, il faut revenir au factuel. Le président algérien aurait téléphoné au président français pour se plaindre de ne pas avoir été convoqué, lequel président a contacté Merkel. On a fini par l'inviter en évoquant un oubli. Tout ça reste à éclaircir. En tout cas, il a été... Ça concerne l'Algérie, ça concerne la Tunisie. Non, la Tunisie qui a été invitée en retard et qui a décliné. Et qui a décliné. Mais le président algérien, franchement, s'est fait inviter à Berlin. Est-ce que tout ce qui a été dit a atteint les objectifs? Ben non. On a parlé de démantèlement des milices. Il faut attendre. Il y en a partout. Et ça, c'est important, parce que vous démantelez les milices, ça veut dire que vous êtes en phase de construire une armée nationale. Rien de tout ça. Et donc, moi, je pense que plutôt c'est la Turquie, la réaction de la Turquie a fait que l'Europe s'est sentie marginalisée. D'ailleurs, elle était absente réellement. Et c'est un réveil européen pour dire à la Turquie et à la Russie, nous sommes là, nous sommes des voisins. C'est l'arrivée de la Turquie sur le terrain qui a changé la donne. Qui a changé la donne. Et, évidemment. Donc, au départ, ça les a arrangés, situation de ni paix ni guerre, d'un État failli. Voilà. Sarah. Oui, concernant la relation du Maroc avec la Libye en général et avec la crise libyenne en particulier, moi je trouve que l'intérêt du Maroc pour la crise libyenne, il est tout à fait logique. Il est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que, un petit rappel historique, depuis 1984, où Kadhafi, il était venu au Maroc dans une visite officielle. L'Union arabo-africaine. Et on a appelé cette visite comme étant une visite de réconciliation. Oui. Depuis ce moment-là, il y a eu des relations qui sont devenues normalisées avec Tripoli. Et même le Maroc est devenu plus proche de la Libye que les pays frontaliers comme la Tunisie ou l'Algérie. Donc, depuis l'enclenchement de la crise libyenne, le Maroc s'est intéressé tout naturellement, sans aucun calcul géopolitique, au sort de la Libye et au sort de la population libyenne. Donc, cet intérêt qui est vide de tout intérêt géopolitique, comme je vous l'avais dit, a donné lieu à une attitude qu'on peut louer, qui est très louable. C'est une démarche qui est très louable qu'a adoptée le Maroc. C'est une démarche de neutralité. Pas une neutralité passive, mais une neutralité constructive, une neutralité essentielle et indispensable aujourd'hui à la résolution de la crise libyenne. Aujourd'hui, vous me posez la question, pourquoi le Maroc n'a pas été convié à Berlin? Peut-être parce qu'on n'avait pas besoin de neutralité. Mais on avait besoin de prise de position claire, précise, chose que le Maroc ne pouvait pas apporter. Donc ça, c'est mon analyse personnelle. Après, oui, mais elle est pertinente. Adnan. Moi, je pars du principe que une fois que les... Merci beaucoup. Pour les gens qui l'auraient oublié. Je pars du principe que maintenant que les choses sont claires,
Nous avons une Turquie et une Russie qui sont là et qui ont déclaré de manière claire qu'ils avaient l'intention de rester. Même la Russie a dit qu'elle voulait faire de la Libye une plate-bande pouvant lui servir à son expansion africaine. C'est une déclaration, donc ce n'est pas de quelque chose qui est un petit peu farfelu. On peut la formuler autrement, ils veulent faire un hub. Un hub, oui, un petit peu plus moderne. Ce qui nous intéresse le plus, nous... Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas illégitime, je veux dire, d'avoir une plateforme, toutes les puissances. Le Maroc s'offre comme un hub, l'Algérie s'offre comme un hub, la Tunisie s'offre comme un hub. Tout le monde, Sauf que le Maroc, tant que c'est dans l'intérêt bien compris des deux parties, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est l'occasion de nous donner quelques autosatisfactions. Quand le Maroc s'offre comme un hub, il s'offre à la Grande-Bretagne, il s'offre à la France, il s'offre au développement, à l'Afrique, un certain nombre de choses positives. La Russie, elle a d'autres ambitions. Moi, mais tout le monde a des ambitions. Tout à fait. Alors moi, ce que je voudrais mettre le point dans cette émission, si vous me permettez, Sinaïm Kamel, dans cette affaire libyenne, c'est d'essayer de dire qu'il faut s'opposer à une vision de prendre le Nord-Afrique et le Moyen-Orient comme une seule entité, le MENA. Je suis un peu opposé à cette vision américaine, un peu impérialiste, et je voudrais développer l'idée que développe le Maroc, que nous avons précédemment développée dans cette enceinte, à savoir le Maroc est dans son droit. Et historiquement, il a raison d'insister sur le Maghreb. Il faut qu'il y ait deux entités. Il y a le Maghreb et le Moyen-Orient. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas la même histoire. Nous sommes en droit de réclamer notre unité en tant que Maghreb, et maintenant, plus que jamais, notre diplomatie, que moi, je pense, elle a eu tout à fait raison d'opter pour la verticalité, c'est-à-dire d'aller de l'Europe vers l'Afrique. C'est un des grands gains de notre diplomatie et que nous devons à Hassan Dollah. Nous, cette verticalité, elle doit aussi se déployer en un élément horizontal. Nous sommes demandeurs d'un Maghreb, comme a dit Madame, mais un Maghreb des peuples, un Maghreb de développement, un Maghreb qui pourrait nous donner un marché de 100 millions d'habitants. C'est un peu un Maghreb des États. Comme vous voulez, de toute façon, nous n'avons pas de problème. Ce que je retiens un peu... Non, parce que la connotation de Maghreb des peuples, ça me renvoie très loin. Oui, enfin, c'est ça l'âge aussi. C'est vrai que le Maroc ne cesse de marteler sur le Grand Maghreb. Si on revient aux deux réunions, Berlin-Alger, elles ont un dénominateur commun, c'est l'absence des belligérants essentiels. Et tout le monde peut discuter à la place de ceux qui sont concernés. Je pense que ça va être des non-événements. Le résultat, ou l'option la plus plausible, c'est que ces deux belligérants ou ces deux adversaires, ils doivent se rencontrer parce qu'il y a une réalité territoriale. Sont-ils autonomes, mon colonel? Oui, mais bon, il y a une volonté, il y a un peuple, il y a des acteurs du conflit. Et à un moment donné, on reviendra à la réalité si on veut construire une réconciliation. On ne peut pas dire que cet élément n'est pas légitime et que l'autre n'est pas légitime. D'ailleurs, dans la géopolitique, on ne discute en général qu'avec son adversaire, parce que c'est la règle. Oui, et à un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence. Celui qui est en bonne position, c'est Haftar. Sur le terrain, il est là. Il est là, il encercle la Libye, il ferme l'aéroport de Tripoli. Il a des alliés. Il est sur les sites pétroliers. Il est sur la Libye qui compte. Il a l'appui de la France qui est un acteur majeur dans cette zone. Hein. Pas seulement. Et pas seulement, mais il y a l'Égypte. L'Égypte a 1 million d'Égyptiens en Libye jusqu'à présent. Ouais. C'est des enjeux importants, c'est des enjeux économiques à la fois. Rappelons aussi pour la petite histoire que la Libye, c'est le plus grand réservoir de pétrole en Afrique, avec 41 à 45 milliards de barils découverts et disponibles. Donc, c'est un pétrole de bonne qualité qui s'exploite à un coût réduit.
c'est très important et qui est proche de l'Europe. C'est pour cela que maintenant les États-Unis ont fait une déclaration disant qu'en même à la surface. Justement, c'est pour cela qu'il est à coût réduit. Pour l'exploitation, il est $1 le baril à peu près. Oui. De toute façon, c'est pour cela que les États-Unis ont fait une déclaration disant s'il vous plaît, ne bloquez pas le pétrole parce que ça aura une incidence sur le prix. Donc, c'est un pays qui a beaucoup de ressources. Malheureusement, il a aussi cet inconvénient de se retrouver dans cette tourmente. J'espère que le Maghreb sera l'élément salvateur de cette gabegie. Bon, la Libye, malheureusement, c'est un conflit qui est appelé à durer. Oui. Donc, on n'arrivera jamais à bout, ni nous, ni la conférence de Berlin. Mais j'aimerais, avant de boucler ce dossier pour ce soir, une question. Berlin 2020. Ça ne vous rappelle pas un peu Berlin 1884 Avec l'Empire ottoman. Avec l'Empire ottoman, avec à peu près les mêmes protagonistes et le menu frottant tout autour, avec l'absence de l'Afrique. Là, c'est l'absence des protagonistes de la Libye. Oui, ça rappelle beaucoup. Au niveau de la symbolique, ils auraient dû faire gaffe, parce qu'ils auraient déplacé au moins la ville. Ça connote de quelque chose de très mauvais. Alors c'est pour ça, moi, je vous disais tout à l'heure que j'ai mon point de vue. Il est sommaire, il est simpliste, il est naïf, ce que vous voulez. Mais je crois que la conférence de Berlin, voilà, on veut que la Libye reste un État failli, qu'il ne se reconstruise pas, comme on l'a fait un peu partout, comme on est en train de le faire un peu partout, comme ça risque de se faire prochainement en Algérie. Mais seulement, on veut que l'État failli se fasse sans répercussion sur la production et l'exportation du pétrole. Et c'est tout ça pour moi, Berlin. Oui, c'est un seul mot. L'Algérie a été invitée. Elle endosse une grande responsabilité historique aussi en cas d'échec. Pourquoi ? Parce qu'elle peut, en ayant une attitude positive dans la zone, contribuer à la construction du Grand Maghreb. C'est de sa responsabilité. Parce qu'on boucle le dossier là. Je dirais que par rapport à la Libye, la réunion des Émirats arabes unis, échec, Paris, échec, Palerme, échec, Berlin, échec. Et certainement, Algérie n'échappera pas à la règle, et c'est dommage. Et il faut que les adversaires dialoguent. Mais apparemment, ils n'ont pas envie de dialoguer. Parce que moi, je suis étonné par le nombre de détails, le nombre de petits pays, riches, mais petits pays quand même, qui s'impliquent en Libye. Bon, on verra tout ça. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. On ira, alors là, très, très, très loin. Mais omniprésent, omniscient, omnipuissant, aux États-Unis d'Amérique, où le procès en destitution de Donald Trump, lancé par les démocrates, a recommencé devant les sénateurs. On lui reproche d'avoir utilisé les intérêts suprêmes et les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique pour s'assurer une carte contre un adversaire, Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, candidat à la candidature des démocrates. Alors, un show à l'américaine, bien sûr. 2 ou 3 points importants. À mon sens, et tout le monde en est question, il n'aboutira pas, cet impeachment. Il n'aboutira pas pour une raison très simple, c'est le président Trump est un président qui donne une image iconoclaste de la situation politique aux États-Unis d'Amérique. Il a la possibilité d'aller au-delà des corps intermédiaires, il a la possibilité d'aller au-delà du Parti républicain, il communique directement avec... Il n'a pas besoin, il l'a démontré. Il a 53 députés, enfin sénateurs, non, au-delà contre de ça, les 47 de au-delà démocrates. du nombre, il prend en état les sénateurs républicains à travers son électorat. Il a un électorat solide de 40 à 45% qui le suit aveuglément. Ce n'est pas de gaieté de corps que les républicains le Justement, c'est pour cela qu'ils trouvent de toute façon, les républicains, les sénateurs, les vrais, trouvent que le président Trump a des méthodes qui ne sont pas les leurs, même au niveau de l'expression, même au niveau du style. C'est pour cela qu'ils le rejettent. Mais ils ne peuvent pas le dire et ils vont voter pour lui parce qu'il les tient en otage à travers son électorat de l'Amérique profonde. C'est, je dirais,
de toute façon, même Pelosi, la responsable démocrate, sait pertinemment qu'elle n'arrivera à rien à travers. Mais elle l'a fait pour la gloire. Elle était obligée, pour l'histoire, de dire il faut arrêter cette déferlante Trump qui nous vient de je ne sais où. C'est-à-dire que les démocrates, je crois, jouent l'opinion publique également à travers le procès. Pour l'histoire. Non, pas pour l'histoire seulement. Ils essaient, ils ont ils ont besoin de 67 sénateurs. Vous vouliez que 2 minutes pour ça. Mais c'est l'intérêt de l'échange. Donc, non, ce que je veux dire quand même, les démocrates veulent instrumentaliser ce procès pour essayer justement de fragiliser cette image iconoclaste de Trump auprès de l'opinion publique, pour essayer un peu d'éroder son électorat. Hassan Saoud. Il faut revenir un peu à l'essentiel. C'est de Baradi que c'est un procès qui n'aboutira pas. C'est un procès qui aboutira, sauf que le président sera acquitté. Donc c'est un procès qui va aboutir. Non, parce que... qui va aboutir, c'est sûr. Non, il va aboutir, parce que c'est le jugement qui est important. Il est lancé par la Chambre des représentants. Il arrive devant le Sénat. Hier, on a assisté à l'encadrement de la procédure. 11 amendements ont été présentés par les démocrates pour faire venir des témoins comme l'ancien conseiller à la sécurité John Bolton, comme le chef de l'administration de la Maison-Blanche, également. Le directeur de cabinet. Bolton et bien d'autres. Des enregistrements, tout ça a été débouté. Ça n'a pas, donc, elle a été encadrée et on a assisté à une passe d'armes entre le sénateur républicain et le démocrate. Et puis, évidemment, Adam Schiff a fait un réquisitoire en tant que procureur en chef, parce que c'est un jugement, même s'il est politique, c'est un jugement. Eh bien, on entame, ils ont droit... On va entendre Joe Starr, comment c'est que l'avocat qui avait instruit contre Clinton. Oui, c'est lui la défense d'aujourd'hui, il est dans l'autre camp, qui est aujourd'hui la défense de Donald Trump. Alors Mueller. Non, pas Mueller. Non, c'est pas Mueller. Je vais vous dire son nom. Mais c'est un procès dont on connaît l'issue, et vous avez tout à fait raison. Le président sera acquitté et il a eu la chance d'aller à Davos pour respirer, parce que... Oui, mais il est en train de parader à Davos sur ce procès. Absolument. Non, je disais, par rapport à ce que vous avez dit, il se délecte de montrer sa puissance et sa mainmise sur le camp républicain. Aujourd'hui, ce qu'on sait de ce procès-là, c'est que Trump est poursuivi pour deux chefs. Enfin, il y a 2 chefs d'accusation qui sont retenus contre lui, c'est abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Le premier jour du procès, il a été surtout destiné à un peu établir les règles du jeu. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y aura 3 jours de débat. Il y a eu 3 jours 8 pour les démocrates, 3 jours de 8 heures, voilà, pour pour un camp comme pour l'autre. l'autre. C'est 24 heures en tout. Voilà. Et puis, on sait aussi qu'aujourd'hui, on assiste un peu à une confrontation électorale avant les élections. On est à 10 mois des élections, donc les uns un peu accusent les autres. Les démocrates accusent les républicains d'avoir truqué les preuves au niveau du Sénat. Les autres les accusent de leur côté d'avoir truqué au niveau de la Chambre des représentants. Donc on assiste un peu à cette rivalité. On est dans une superproduction américaine. Très superproduction américaine. Alors, la démocratie américaine, je retiens ce mot parce que j'y reviendrai. Hassan Saoud. Il y a un élément quand même qu'il faut retenir. Il va être le 3e président de l'histoire des États-Unis à avoir fait l'objet de l'impeachment. Et ça, on ne peut pas Nixon l'oublier. Aussi a failli faire l'objet, et on le compte parmi les gens sur lesquels s'est engagé la procédure d'empêchement. Sauf que lui, quand il a vu qu'il avait perdu, il a démissionné et donc a fait arrêter la procédure. Exactement. Et généralement, la divergence, c'est qu'il y a eu quatre présidents. On a Andrew Johnson, il était président en 1868. Alors lui, pour violation d'une loi fédérale, tenez-vous, lors du limogeage de son secrétaire à la guerre. C'est juste pour un limogeage,
un chef d'État, un président à haute maison, a été dissuadé. Alors après, on a eu Nixon à cause de Watergate et de l'affaire de l'espionnage contre les démocrates. Il a été démissionné, mais on imagine qu'il y a eu, et ceux qui ont vu le film, les hommes du président, la gorge profonde et tout ce qui s'était fait tout autour, donc toute une grande manipulation. Bill Clinton, pour une question de bonnes mœurs, avec Monica Lewinsky. Et lui, il s'est livré à une contrition. Oui, il s'est livré à une contrition publique et il a été acquitté. Et puis aujourd'hui, Trump, oui, Adnan voulait dire quelque chose. Je voulais simplement dire qui arrêtera cette déferlante Trump, malheureusement, parce qu'apparemment, l'issue, comme dit le colonel, est connue, parce qu'il lui faut 67 sénateurs. Il lui faut 53. 67 pour la destitution, oui, 67 il n'y a pas sénateurs pour la destitution, ils n'y arriveront pas. Il se positionne comme quelqu'un qui a raison, avec des manières pas très courtoises vis-à-vis de son camp et vis-à-vis de ses adversaires. C'est une autre manière de faire la politique. Oui, c'est une affaire qui a marché pour lui. Et c'est ce qui effraie encore beaucoup plus à la fois ses amis et ses adversaires, c'est qu'il a beaucoup de chances d'être réélu. Et comment arrêter, après cette victoire, parce que le fait de ne pas être destitué pour lui, ça sera une victoire. C'est comme ça que cela sera. Comment arrêter cette déferlante, comment arrêter ce bonhomme qui a inventé, disons-le, une autre manière de faire la politique en faisant sauter l'écrou ou disant... C'est la tweet politique. La tweet politique, le pare-choc, parti politique, corps intermédiaire. Il a donné un petit peu les mêmes idées à Macron, mais Macron souffre. Il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, concernant le procès de destitution de Trump, je voulais juste rajouter qu'il y a eu plusieurs amendements qui ont été déposés. Ils ont tous été rejetés. Les principaux amendements, c'était la demande de documents qui pouvaient faire office de preuve. C'est le témoignage aussi du directeur de cabinet de Donald Trump. Aujourd'hui, la seule issue possible pour les démocrates, c'est qu'il y ait des républicains qui se rallient au camp démocrate. Ce qui est impossible, enfin, à mon avis, c'est impossible, surtout à 10 mois des élections. On ne peut pas discréditer leur futur candidat. C'est un procès qui va être accéléré. Je pense qu'il ne dépassera pas les 15 jours d'après ce qu'on dit. Mais apparemment, on dit même que Trump avait demandé à ce que le procès ait lieu la nuit pour que les Américains ne puissent pas le suivre. Écoutez, on va dire que c'est un procès, tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour les livres d'histoire. C'est terminé pour ce soir. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à tous.